BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonsoir Éric Lombard. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. J'ai plein de questions. On va essayer de tout faire tenir dans cette grande interview. Avec évidemment la Caisse qui est quand même le bras armé de l'État. Mais comment vous affrontez cette crise politique? Vous êtes aux premières lignes sur le livret A, vous êtes en première ligne sur le logement social, vous êtes en première ligne à la Poste, sur les grandes entreprises. Et puis, bien sûr, vous nous direz, est-ce que vous pensez que cette situation conduit à un risque économique? Est-ce qu'on est déjà en récession? Mais d'abord, quelques questions sur des entreprises où vous êtes présente, notamment chez Suez. C'est la crise chez Suez, on l'a appris hier soir avec sa directrice qui a été évincée. Est-ce que vous êtes présent au sein de la Caisse des dépôts. On dit beaucoup que vous pourriez, que Thierry Déaut, qui est le patron du fonds Meridiam, qui est très impliqué dans Suez, il voudrait récupérer vos 19%. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que la Caisse des dépôts est partante de chez Suez? Non, la Caisse reste très engagée en soutien de Suez. Je veux rappeler aux auditrices et auditeurs qu'à l'issue de la bataille avec Veolia, nous avons constitué un tour de table pour permettre le développement de Suez dans une nouvelle configuration, avec Meridiam effectivement, et avec les anglo-saxons de GIP. Et nous avons effectivement un peu moins de 20% du capital. Et Sabrina Soussan, pendant les 3 années de son mandat, a bien fait avancer la société, notamment dans son développement économique. L'activité déchets en Grande-Bretagne a été rachetée. Il y a eu un très beau mandat gagné à Toulouse, un autre avec Aliotis à Nice. Donc effectivement, Sabrina Soussan elle a tellement bien réussi, pardonnez-moi, qu'elle est virée. Elle nous a remis sa démission le week-end dernier. Et effectivement, Thierry Déaut, en accord avec les autres actionnaires... Mais vous étiez favorable à cette démission? Nous avons pris acte de cette démission avec nos co-actionnaires et nous avons... Non, mais vous, la Caisse des dépôts, est-ce que vous regrettez son départ ou pas? Il me semble que c'est l'occasion d'avoir un nouveau mouvement pour le développement de Suez, mais je veux rendre hommage à ce qu'elle a fait parce que, encore une fois, elle a fait avancer la société dans la bonne direction. Ok, mais il était temps de passer à autre chose. Encore une fois, elle nous a remis cette démission. On s'est coordonné avec nos 2 grands actionnaires, 2 grands co-actionnaires. Thierry Déaut a pris la présidence et je l'en remercie, mais nous soutenons de façon unanime pour rechercher un nouveau directeur général, une nouvelle directrice générale. Et encore une fois, je suis très confiant et moi je veux rassurer aussi les équipes de Suez. Les actionnaires sont en soutien. On va continuer à développer. Donc ça veut dire, pour être clair, parce qu'il y avait des informations de presse comme quoi... Alors, nous ne sommes pas vendeurs. Vous n'êtes pas vendeur. Vous restez à hauteur de 19%. Nous restons à hauteur de 19%. Si un de nos co-actionnaires, et ça sera en tout cas pas Meridiam qui est engagé à long terme aussi... Non, c'est le GIP qui est... On en reparlera, mais... En aucun cas, nous ne souhaitons réduire notre participation. Mais est-ce que vous pourriez l'augmenter? Parce que certains disent en fait que le but de toute cette opération, de cette crise, c'est en fait de faire valoriser la valeur de Suez, parce que GIP, qui est un fonds américain qui a été racheté par BlackRock, en fait voudrait céder sa participation l'année prochaine. Alors, donc il faut qu'elle... Je suis pas sûr que ce soit pour l'année prochaine, mais ça, il faudra leur demander. En tout cas, ça n'est pas lié. Ça n'est pas lié. Et effectivement, GIP a un horizon d'investissement qui est plus court que le nôtre. Forcément. Et le moment où GIP voudra vendre, nous verrons. Mais ça n'est pas lié, ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Et si je vous dis que nous ne souhaitons pas baisser, ça veut dire que peut-être, si l'occasion se présente, on pourra participer à une évolution du tour de table. Mais nous sommes engagés auprès de Suez dans la durée. Ok. Important, donc vous pourriez aussi augmenter votre participation, c'est comme ça que je comprends ce que vous dites. Il y a un autre sujet chaud, c'est Transdev, évidemment, le transporteur. Là, il y a une offre qui a été, puisque vous voulez céder votre majorité, considérant que Transdev aujourd'hui a plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'international, notamment aux États-Unis, donc ça rentre plus dans vos critères. Vous restez à hauteur de combien? Vous comptez rester à hauteur de combien? Et après, on verra le dépouillement des offres. Eh bien, nous souhaitons sortir parce qu'effectivement, Transdev, depuis notamment l'acquisition de First Transit aux États-Unis, fait 70% de son... Oui, pardon, je crois que c'était 50%. Hors de France, oui, donc c'est vraiment beaucoup. Et donc, on n'est pas le meilleur actionnaire majoritaire pour cette société, qui est une très belle société, que Thierry Mallet conduit très bien. Et donc, on a ouvert une opération qui va être une opération de privatisation, d'ailleurs, qui se fait sous le contrôle de l'Agence de participation et des transferts, qui valide le dispositif. Et nous sommes en train d'examiner les offres. Notre décision sera
rendu public avant Noël, avant les fêtes. Et selon la nature du repreneur, on pourrait rester au minimum à 15% et au maximum peut-être autour de 30%. Et donc tout ça... A priori, c'est la famille allemande Reitmann, non, c'est le principal actif. Alors ils ont annoncé eux-mêmes qu'ils étaient candidats. Donc on ne va pas le cacher, effectivement, ils ont mis une offre intéressante, mais il y a d'autres candidats et donc la décision n'est pas prise. Il y a combien d'autres candidats? On ne communique pas sur le nombre de candidats, ça n'est pas... Mais il y en a beaucoup, peu, 2, 3? Il y en a pas beaucoup parce que forcément c'est un actif qui a une valeur importante dans un secteur qui est très particulier. Mais suffisamment pour qu'on puisse faire une affaire, disons, intéressante pour nous en tant qu'actionnaires. Ça pourrait vous rapporter combien? De l'ordre de? On verra. Bon. On verra, mais c'est bientôt, puisque c'est avant là. Je pense que vous n'allez pas sortir ça le 25 Noël, le 25 décembre, pardon. On est en train d'analyser les offres, de regarder l'aspect contractuel, etc. Mais voilà, la société est une belle société, et donc elle a suscité de l'intérêt. Vite, rapidement, est-ce que vous pourriez être intéressé par la participation de l'État dans Engie? Parce que le ministre démissionnaire de l'économie a dit clairement qu'il passait en revue, l'agence de participation de l'État passait en revue toutes ses participations. Engie, finalement, on se dit, est-ce que c'est décisif? Par contre, vous, vu la vocation de la Caisse des dépôts, ça peut être intéressant, non? Alors, on est déjà un actionnaire tout à fait significatif d'Engie. Oui, mais... Et on est en plus associé à Engie dans plusieurs opérations, notamment le grand réseau de gaz qui est GRT Gaz, et dans la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, et dans les énergies renouvelables. Tout à fait. Donc c'est un de nos grands partenaires. De là à augmenter notre participation, c'est une société qui est cotée en bourse, qui a un actionnariat diversifié, et je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de remplacer l'État comme actionnaire. En plus, l'État doit avoir de 25 à 30%. Oui, c'est une très très grosse participation. Très importante. Donc pas la peine, pas besoin. Que ce soit utile, mais par ailleurs, je ne sais pas où en est l'État dans sa réflexion. Oui. Comment faites-vous, Éric Lombard, pour gérer la Caisse des dépôts, sachant que vous êtes vraiment le bras armé de l'État, comme on vous appelle, dans cette crise politique que nous traversons, cette tempête politique, une tempête sans précédent, avec des répercussions économiques évidentes. Comment faites-vous? Et est-ce que vous voyez déjà un impact, voire un début de récession, comme l'a indiqué Patrick Martin, le président du MEDEF? Alors, sur la première question, on a une gouvernance qui est indépendante de l'exécutif. D'ailleurs, notre commission de surveillance est maintenant au complet, avec 3 nouveaux députés. René Cazeneuve, qui a été élu président de la commission de surveillance. Donc notre gouvernance, et qui a fonctionné d'ailleurs sous la présidence du sénateur Bazin, pendant qu'il n'y avait pas de député du fait de la dissolution, fonctionne très bien. Ça va peut-être changer, mais enfin, bon, ça c'est un autre... Nous sommes indépendants de l'État, et donc nos principales priorités, la transformation écologique, la souveraineté, l'équité territoriale et sociale, nous continuons à les conduire avec la même vigueur, la même énergie. Et donc ça, c'est une gouvernance qui est très protectrice. Alors effectivement, l'interaction avec le gouvernement, par construction, s'est réduite. C'est un peu plus complexe. On travaillera avec le nouveau gouvernement, évidemment, en transparence et dans le dialogue. Alors, le fait est que la situation économique est plus difficile. D'abord, il y a des raisons macroéconomiques. Il y a eu la hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne qui visait à réduire l'inflation. C'est un succès, mais qui a nécessairement un impact récessif. Oui, on verra jeudi, mais enfin, oui. Nous avons un problème de compétitivité. Mario Draghi, dans son rapport, l'a bien dit, notamment à cause du prix de l'énergie. Le prix de l'énergie. Non, mais là, concrètement, est-ce que vous voyez, le 10 décembre, est-ce que vous voyez un début de récession ou pas? Alors, je trouve que l'économie résiste bien. Je trouve que l'économie résiste bien. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont en difficulté. C'est vrai que l'incertitude économique a retardé certaines décisions d'investissement d'embauche. Il ne faut pas se le cacher, mais l'économie résiste bien. Nous, on n'anticipe pas pour l'année prochaine de récession. On pense que l'institution européenne peut résister à ces difficultés et puis qu'il y a un impératif d'investissement pour résoudre les problèmes de compétitivité qui ont bien été identifiés et repartir dans une croissance qui effectivement nous manque. Là, comme ça, c'est un peu important. Tiens, justement, dans le cadre de cette crise politique, donc on n'a pas de budget 2025 pour le coup, il y a une loi spéciale. Vous gérez les comptes bancaires de l'ACOS, qui est l'URSSAF, en fait, c'est la Sécu, quoi. On gère les comptes de la sécurité sociale. Les comptes de la sécurité sociale, absolument. Est-ce qu'il faut une autorisation? Quel type d'autorisation pour que justement l'ACOS puisse emprunter, et notamment vous puissiez participer à cette augmentation de capital éventuellement? Alors la sécurité sociale, c'est un des grands budgets de la sphère publique à côté de l'État, et donc comme pour l'État, la loi spéciale devra autoriser l'ACOS, qui est l'agence qui s'appelle maintenant URSSAF Caisse Centrale, à emprunter
pour financer son activité courante, et puis les remboursements des Français qui évidemment ne vont pas cesser. Je tiens à rassurer les Françaises et les Français, les remboursements de la sécurité sociale seront assurés, et en tant que banquier de l'URSSAF, eh bien nous mettrons en place, alors l'URSSAF se finance surtout sur les marchés financiers, mais effectivement parfois c'est complété par des prêts de la Caisse des dépôts, et nous mettrons en place les prêts qui sont nécessaires s'il faut compléter les financements de marché. C'est ça, c'est donc même si à la limite il n'y a pas de loi spéciale, la Caisse des dépôts est là et vous êtes prêts. On s'en occupe, et c'est notre rôle de garantir le bon fonctionnement aussi de la sécurité sociale sur un plan financier. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir, je veux rassurer celles et ceux qui nous écoutent. Ça c'est un point important. Je disais qu'il y a une très très grande tentation de l'État. On voit ici ou là des tentatives qu'on avait déjà vues dans le budget 2025, feu le budget 2025. On le voit par des tribunes ici ou là. C'est comment on pourrait mettre la main sur les 6 000 milliards d'épargne accumulée par les Français. Il faut dire que si on mettait ça dans le remboursement de la dette française, ça pourrait être utile. Mais enfin, c'est pas si évident que ça. Vous gérez déjà 412 milliards, je crois, à travers l'épargne réglementée, livret A, LLD, le LDS. Le livret d'épargne populaire. Oui, le livret d'épargne. Voilà. Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'envisageable ou pas? Ou vous dites, stop, là, il ne faut pas jouer avec l'épargne des Français? Non, alors, cette épargne que nous gérons, elle est investie. Avec les fonds propres, en fait, ça fait près de 440 milliards d'euros. Pour être très simple, 200 milliards, une petite moitié, sont prêtés. Ils financent le logement social et les collectivités locales. Et le reste est investi dans les entreprises françaises, dans les entreprises en ça, c'est l'épargne que vous gérez, mais d'une manière plus globale, sur le plan macroéconomique. Est-ce que vous pensez que c'est dangereux, ou au contraire, ça serait très utile de contraindre un peu les Français soit à travers une fiscalité plus forte, à placer cet argent ou à dépenser cet argent? On est dans des chiffres macroéconomiques sur la dette publique, c'est plus de 3 000 milliards d'euros, comme on le sait, avec des émissions de centaines de milliards d'euros chaque année. Et donc on est obligé de s'appuyer sur des données de marché, parce que l'épargne française ne suffit pas à financer la dette publique française, qui se place d'ailleurs très bien auprès des investisseurs internationaux. Et donc l'idée de mettre un élément de contrainte, me semble-t-il, serait dangereux, parce que ça donnerait le signal que nous sommes inquiets sur le refinancement de l'État. Or, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les notes ont été confirmées, les programmes d'émission se passent, et le coût de la dette s'est un petit peu écarté, comme on dit, par rapport à la dette allemande, qui est la référence européenne, mais on reste inférieur à 3% sur les emprunts à 10 ans. Donc, mais en revanche, on ne bénéficie pas tellement de la baisse des taux. Non, parce qu'il y a cette situation d'incertitude politique que les marchés n'aiment pas, mais quand cette incertitude sera levée, on peut penser que cet écart se résoudra. Et en tout cas, moi, je ne suis pas du tout favorable à ce qu'il y ait des mesures qui soient autoritaires, parce que ça ne serait pas le bon signal, encore une fois, alors que ça se fait de façon très fluide. Éric Lombard, le livret A, on est à quel niveau de collecte, là, 10 décembre? On doit être à plus de 20 milliards, 25 milliards sur le début de l'année. Donc ça se normalise. On a eu une phase... 20, c'est pas la même chose. Alors, honnêtement, je n'ai pas le chiffre exact en tête. On est à un niveau qui se normalise par rapport aux années passées, où on a atteint des niveaux de l'ordre de 40 milliards, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que, alors d'abord, l'allocation d'épargne se modifie un peu au profit de l'assurance vie, et puis un petit peu plus sur la consommation. Et puis les Français anticipent sans doute la baisse du taux du livret A, qui devrait se faire au mois de février. Oui, qui est annoncé pour février. Alors, qui doit avoir, enfin, le ministre, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, prendra une décision, le ministre qui sera en place à ce moment-là, en février, parce que de toute façon, là, il y a une décision à renouveler. Et ce sera sans doute une baisse, puisque la formule, qui est basée sur les taux à court terme et l'inflation, devrait atterrir quelque part autour de 2,5%, mais le ministre conserve toute l'attitude. Bien sûr, on connaît à chaque fois l'exercice. Suivre la règle ou décaler un petit peu. Oui, ça serait là 3%, ça serait 2,5%, ça c'est quoi? Encore une fois, la formule, dont on n'a pas le détail, donnerait quelque chose autour de 2,5%, donc une légère baisse, ce qui d'ailleurs va soutenir le logement social, et puis va protéger de l'inflation quand même, parce que l'inflation, elle est passée nettement en dessous de 2%.
Oui, d'accord. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, on voit l'impact que ça a. Un mot très très rapidement sur le financement des collectivités locales dont vous êtes, notamment à travers la Banque des Territoires, mais pas seulement, le principal bailleur, financeur. Est-ce qu'ils sont dans une situation si critique que ça, les collectivités locales? Parce que quand le gouvernement de Michel Barnier avait voulu les mettre un peu à la diète, on avait le sentiment que c'était le naufrage des collectivités locales. Qu'en dit le banquier? Elles ne sont pas dans une situation critique parce qu'elles sont bien gérées, elles sont gérées avec prudence. Ouais. En revanche, toute la marge de gestion des collectivités locales est utilisée pour investir. Donc, si on réduit leurs ressources, la première victime, c'est l'investissement. Et cet investissement, il est essentiel parce que notamment, c'est des grands acteurs de la transformation écologique. Et puis, j'ai un deuxième message, c'est qu'en fait, les collectivités locales sont assez peu endettées. La dette publique, elle est surtout portée par l'État, par la sécurité sociale. Les collectivités locales, c'est seulement 8% de la dette publique. Et donc, elles ont une capacité d'endettement supplémentaire que moi, je souhaiterais qu'elles utilisent, parce que je pense qu'il faut transférer la dette écologique vers la dette financière, qui est beaucoup moins grave, surtout quand il y a une capacité d'endettement. Mais pour que les collectivités locales puissent s'endetter, il faut qu'elles conservent des ressources. Alors, elles peuvent sans doute faire des économies sur les frais de gestion, oui. Mais il faut être attentif à ce qu'on maintienne des ressources suffisantes pour qu'elles investissent plus. Je pense que si l'État a moins de moyens, les collectivités, elles, doivent mettre plus de moyens à la disposition de l'économie. Donc, vous pensez que ça aurait été une menace, effectivement, de réduire leur train de vie de 5%? Alors, sur le quantum, on est dans une phase où tous les acteurs publics doivent faire un effort. Donc la négociation avec les collectivités locales a donné ce résultat. Le Premier ministre, enfin l'ancien Premier ministre Michel Barnier, a ajusté par rapport à ses propositions initiales. Le fait qu'elle contribue à l'effort de guerre, si je puis dire, est quelque chose qui me semble naturel. Et vous allez contribuer à hauteur de combien en 2025 ? Alors en 2025, 2024, je veux dire, pardon. Je veux dire de notre contribution. Contribution, oui. Eh bien, sur la base des résultats attendus, ça sera probablement un montant supérieur à 1,6 milliard d'euros. Donc, oui. Pour une institution qui n'a pas d'actionnaire et qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, c'est une contribution importante. Et toute dernière question sur Orpea, parce que vous étiez venu la dernière fois pour nous en parler. Orpea, c'est plus difficile. C'est un dossier compliqué. Vous êtes à 25% actionnaire, 25% des assureurs, mais c'est vous qui pilotez. On parle d'une recapitalisation nécessaire ? Alors, Orpea s'appelle maintenant Emeis. Oui, Emeis, pardon. Oui. C'est difficile parce que nous privilégions les soins et l'accompagnement des résidents. On a un taux d'occupation qui remonte et on a un taux d'encadrement qui a beaucoup monté, qui est près de 0,8, qui est le standard, le meilleur standard du marché. Nous sommes tout à fait confiants dans la capacité d'Emeis, et ça c'est une information importante, une confirmation, à faire face aux difficultés actuelles et à remonter la pente sans faire appel au marché. Donc, pas de recapitalisation nécessaire. Nous souhaitons et nous travaillons avec l'équipe dirigeante pour trouver les leviers permettant à la fois de rétablir l'exploitation et de faire des cessions qui permettront d'assurer l'équilibre sans faire appel au marché.